Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous et vos proches allez bien en ces temps difficiles à cause du coronavirus. Il va en être justement question de ce Covid-19 dans cette vidéo, évoquant le micmac généralisé au sein du rugby français pour gérer une fin de saison 2019-2020 tronquée par le confinement. On va parler de date de reprise, d'argent, de phase finale, de barrage européen, de GIF et de bonus-malus. En attendant, un petit rappel pour vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air si vous aimez mes vidéos et cliquer sur la cloche pour activer les notifications. La LNR a enfin annoncé la fin de saison 2019-2020 et le renoncement des phases finales utopiques en juin et juillet. Cela faisait plusieurs jours, voire semaines, que ce scénario n'était plus crédible. Le confinement a été prolongé au moins jusqu'au 11 mai, dans l'hypothèse la plus optimiste où les joueurs auraient pu se réentraîner à partir de cette date, et sachant que 4 semaines de préparation étaient nécessaires pour les remettre à niveau physiquement, cela donnait le 8 juin comme date possible de reprise. Toutefois, cette date était à prendre avec des pincettes, la perte importante de masse musculaire chez les joueurs pendant le confinement, orientant la période de réathlétisation des joueurs plutôt vers les 8 semaines selon les médecins de club, et ce délai n'incluait pas le temps nécessaire à la pratique directe du rugby, constitué des mêlées, des touches, des skills et autres phases de jeu stratégiques. Autre point important, les rugbymen peu touchés par le Covid-19 ne sont pas immunisés contre le virus, et s'ils l'avaient attrapé à partir du 11 mai, cela aurait pu leur causer de sérieux problèmes cardiaques en cas de pratique du rugby. Un sport dit de contact, et donc propice à une large diffusion du virus. Il fallait alors envisager une reprise de l'entraînement compatible avec les gestes barrières, dont la distanciation sociale. On pouvait déjà imaginer le casse-tête des préparateurs physiques pour s'occuper de plus de 30 joueurs pro en même temps, alors qu'ils auraient été éloignés les uns des autres, que le port du masque aurait rendu difficile l'exercice physique intense, et qu'il faudrait régulièrement désinfecter le matériel de muscu par précaution. On pouvait anticiper la possibilité de tester joueurs et staff tous les jours, mais ce n'est ni aisé d'un point de vue logistique, ni prioritaire et décent alors qu'il y a de nombreux patients dans les hôpitaux, et que d'autres professions plus importantes que celle de rugbyman auront besoin de tests. L'option d'un déconfinement par région aurait été également problématique. Le Racing, qui évolue dans les Hauts-de-Seine, au sein de la région Île-de-France parmi les plus touchés par le virus, aurait pu être empêché de reprise d'entraînement et de match. Enfin, avec une interdiction des grands rassemblements jusqu'à mi-juillet, le huis clos obligatoire aurait rendu la reprise de la compétition inutile d'un point de vue financier, à l'exception de la question épineuse des droits télé. Canal+, le diffuseur officiel et historique du Top 14, avait signalé dans un premier temps qu'elle verserait bien le montant prévu à la base, malgré l'absence de match pendant 9 journées, soit un tiers du championnat. Mais la chaîne a depuis revu sa position. L'économie du rugby, contrairement à celle du foot, ne repose pas beaucoup sur les droits télé. Le paiement de ces droits dans leur intégralité aurait été très insuffisant pour renflouer les clubs. L'unique solution crédible était de décréter la fin de saison 2019-2020 et de prendre le temps de travailler sur le sujet majeur des finances des clubs et l'organisation délicate de la saison 2020-2021, censée débuter le 5 septembre pour le Top 14 et le 29 août pour la Pro D2. La question qui agite logiquement les clubs est l'argent. Plusieurs mois sans recettes de billetterie ou de merchandising, des sponsors et partenaires qui pourraient ne pas verser une partie de leur contribution, faute de prestations et aussi car ils éprouvent des difficultés financières, et des rentrées financières externes au rugby au point mort, ça fait mal à la trésorerie. La mise en chômage partiel des joueurs et autres employés ne suffira pas. Celui-ci permet juste à l'employeur de ne payer que 70% du salaire brut de chaque joueur et d'économiser une partie des charges patronales. Les contrats des joueurs courent jusqu'à fin juin, les compétitions cessent début mars, cela fait près de 4 mois de masse salariale à assumer, sans recettes pour les compenser. Les grands clubs ont des masses salariales avoisinant les 12 millions d'euros, soit 4 millions d'euros sur la période de chômage partiel. À 70%, cela fait 2,8 millions d'euros à régler par le club, sachant que l'État rembourse tout jusqu'à 4,5 SMIC, soit 6 927 euros mensuels, et que les joueurs sont payés en moyenne 30 000 euros bruts mensuels dans les grands clubs. Cela nous donne une perte d'environ 1,9 million d'euros sur l'année. Pour éponger cette future dette, la baisse du salaire des joueurs est légitimement à l'étude. Si les 7 grandes fédérations sur 8 ont déjà annoncé la couleur, avec des chiffres très forts comme les moins 65% en Australie, la France est en train de négocier péniblement une baisse de 30% des salaires du Top 14. Une option compréhensible vu que la saison sera amputée à 33%, mais contestée, notamment par Robin Chalet-Wapchou, le président du syndicat des joueurs Proval, et cette citation surréaliste: « Si c'est 30% c'est non, si c'est 2% pourquoi pas ?» Pour reprendre l'exemple précédent des grands clubs, 2% de baisse sur un tiers de la saison représenterait 80 000 euros annuels d'économie et 240 000 euros annuels si elle s'appliquait sur toute la saison, soit à peine 13% des pertes estimées précédemment, et alors que la masse salariale représente près de 35% des budgets des clubs. La bonne idée à ce sujet est venue du président clermontois Éric de Cromière, souhaitant appliquer des baisses de salaire par couche. Les plus gros salaires participeraient plus à l'effort, avec un pourcentage de baisse plus élevé que les autres. Les néo-pros seraient donc moins impactés, eux qui démarrent leur carrière avec des payes nettement inférieures aux autres. Malgré une saison tronquée de 9 journées sur 26, les phases finales pourraient voir le jour fin août et de manière discutable. Clairement, les présidents bordelais Laurent Marty et lyonnais Yann Roubert poussent vers cela car ces deux équipes étaient en tête du Top 14 lors de l'arrêt de la compétition et veulent un bouclier de Brennus. La vraie question est de savoir quelle saveur aurait ce bouclier acquis dans de telles conditions. Déjà, est-ce bien malin pour la promotion du rugby de faire des phases finales après plus de 5 mois sans jouer? Niveau automatisme et endurance physique, ça devrait être compliqué. Ensuite, quel sens ça a de faire des matchs éliminatoires avec les nouveaux effectifs, alors que la qualif pour ces rencontres a été acquise par les précédents?
L'autre question concerne l'aspect festif des phases finales. Si elle se joue à huis clos, c'est sans intérêt. Sinon, on peut s'interroger sur le nombre de gens autorisés à se regrouper dans un stade fin août, et si les Français, secoués économiquement par cette crise sanitaire, pourront mettre de l'argent pour payer leur place. L'autre gros bémol concerne le choix des équipes participant à ces rencontres. La solution privilégiée serait de ne garder que les 4 premiers du championnat, Bordeaux, Lyon, le Racing et Toulon. Au passage, l'UBB et le Loup y gagneraient par rapport au règlement normal, puisque les demi-finales se joueraient chez eux et non sur terrain neutre. Quant aux 4 poursuivants, La Rochelle, Clermont, Toulouse et Montpellier, ils seraient exclus de ces phases finales. Cette option est scandaleuse sur bien des points. Le premier, elle constate que les 4 équipes de tête ont toutes joué un match à domicile supplémentaire vis-à-vis des 4 suivantes, et vu l'écart faible entre les 3e et 4e et les 5e et 6e, les places auraient pu s'inverser dès la journée suivante, notamment avec un Clermont-Toulon important. L'exclusion de Clermont serait aussi étrange, alors qu'elle est la 3e meilleure équipe en nombre de victoires. Autre injustice, les nombreux doublons qui ont faussé le championnat dès le départ. Si ces doublons sont connus d'avance, les équipes concernées misent sur les périodes hors doublons pour se rattraper. Or, le dernier tiers du championnat annulé est le seul à se faire sans doublons. Le premier s'est joué en même temps que la Coupe du Monde, et le second en partie pendant le tournoi des 6 nations. Ainsi, avec seulement 2-3 internationaux concernés par le mondial, l'UBB et le Loup ont été favorisés, à l'inverse de Clermont et Toulouse et de leurs nombreux absents. Pendant le tournoi, il est intéressant de noter que les 7e et 8e du classement ont fourni le plus de joueurs à l'équipe de France. Pour toutes ces raisons, il faut renoncer aux phases finales et accepter le fait qu'il n'y aura pas de champion de France cette année. Les 4 premiers en phase finale seraient automatiquement qualifiés pour disputer la prochaine Coupe d'Europe. Rien d'illogique là-dedans, mais pourquoi faire passer des barrages aux 4 équipes suivantes pour déterminer 2 clubs supplémentaires? Si la saison est tronquée, le classement n'est pas significatif, et alors soit on qualifie les 8 clubs, soit on prend les mêmes que cette année. Cette dernière option exclurait Bordeaux et Toulon, pas qualifiés cette saison pour la Grande Coupe d'Europe, mais bien partis cette année, surtout l'UBB. C'est pourquoi créer un format Coupe d'Europe avec 8 clubs français au lieu de 6 est préférable, avec un système à 8 poules de 3 ou 6 poules de 4 comme ça se faisait jusqu'en 2014. Cela permettrait aussi d'intégrer la problématique du nombre de qualifiés chez les clubs anglais. 6 en temps normal, et qui pourraient passer à 8, sachant que les Harlequins et les London Irish ne sont qu'à 2 points du top 6 anglais. D'un point de vue financier, 6 poules de 4 au lieu de 5 veut dire plus de matchs, et donc plus de droits télé et de recettes. Notre configuration à 8 poules de 3 a l'avantage de supprimer 2 dates dans le calendrier, qui pourraient servir à rattraper les quarts et demi de la Coupe d'Europe 2019-2020. Le règlement impose une moyenne de 16 joueurs gifs sur les feuilles de match pour la saison 2019-2020. En cas de non-respect, des points peuvent être retirés pour la saison suivante. Clermont était à 15,71 gifs de moyenne et donc en dessous des 16, soit 5 gifs de retard seulement sur toute la saison. La Ligue nationale de rugby annule logiquement tout retrait de points possible et songeait à ne pas verser la prime méritoire, soit environ 300 000 €. Finalement, une partie de cette somme devrait être attribuée, car Clermont aurait pu combler son retard lors de 9 journées annulées en alignant 16,5 gifs de moyenne par match, soit un de plus seulement par rapport au reste de l'année. Il s'agissait de repartir la saison prochaine, avec des points donnés aux équipes en fonction du classement à l'issue de la journée 17. La très bonne nouvelle est que cette idée a été abandonnée. Soit on repart sur une nouvelle saison et les compteurs sont remis à zéro, soit on rattrape les matchs annulés, mais à ce moment-là, il suffit de conserver le classement tel qu'il était. Pour prendre un exemple, imaginons que le Stade Français, dernier, était sanctionné de quelques points en moins la saison suivante, qu'il aurait donné du retard sur tous les autres clubs. Ouais, c'était juste que cette équipe soit défavorisée, alors que ce club est la seule équipe à qui il restait 6 matchs à jouer à domicile sur 9, soit 2 de plus que Agen et Pau, respectivement seulement 1 et 3 points au classement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, un abonnement à la chaîne, un petit pouce en l'air et un clic sur la cloche pour activer les notifications me ferait super plaisir. Vous pouvez partager vos avis respectueusement dans la rubrique commentaires. Voilà, prenez soin de vous et de vos proches, restez bien chez vous. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!